Bonjour à tous, alors bienvenue à la première web émission de la Fondation Maladies Rares et pour un premier sujet de discussion qui est l'intelligence artificielle et ses potentialités pour réduire l'errance diagnostique. Et pour en parler aujourd'hui, trois experts au regard différents. Le professeur Agnès Bloch-Dupont. Bonjour professeur. Donc vous êtes expert des maladies rares de la sphère oro-dentaire et vous portez un projet d'intelligence artificielle pour réduire l'errance diagnostique dans ces maladies. Avec vous, pour en discuter, deux experts de e-santé, le docteur Vincent Varlet, bonjour, ainsi que Hervé Servi. Bonjour. Tous les deux, vous êtes des spécialistes sur ces sujets et vous suivez depuis longtemps ces mutations technologiques et leur appropriation aujourd'hui avec ces applicatifs santé. Alors, on va démarrer tout de suite et je me tourne vers vous, Hervé, pour une première question générale. Finalement, l'intelligence artificielle, de quoi parle-t-on aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous aider à décoder avec quelques notions clés pour qu'on comprenne bien de quoi on parle et surtout vers où on va quand il s'agit de santé? Avec plaisir, Anne-Sophie. Je pense que finalement la question est assez vaste, mais finalement assez simple. Je pense qu'il faut démystifier l'intelligence artificielle. C'est quoi? C'est une discipline de l'informatique dont le but est de reproduire, mimer des comportements proches du cerveau humain. On appelle ça des fonctions cognitives. Historiquement, ça a commencé il y a 30 ou 40 ans. Des informaticiens, étant des grands communicants, ils se sont d'abord intéressés au traitement du langage. Est-ce qu'une machine pouvait comprendre quand on lui parle? Traitement naturel du langage. Après, on s'est dit, est-ce qu'une machine peut prendre des décisions dans des situations complexes? C'était des systèmes experts dans les années 90. Et depuis quelques années, ce qui est apparu beaucoup plus, c'est est-ce qu'une machine est capable d'apprendre? Et qu'est-ce qu'apprendre? Finalement, c'est observer. Et finalement, et en déduire quelque chose pour pouvoir le reproduire. Apprendre, en anglais to learn, learning, machine learning, qui est le mot-clé, qui est aujourd'hui la technologie de 90% des applications d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est? C'est un programme, mais qui, à la différence d'un programme classique, n'est pas tout à fait fini. C'est-à-dire qu'on ne va pas régler tous les paramètres. Un programme classique, c'est un programme dans un avion qui dit à partir de tant de vitesse de mètres par seconde et tant d'angle, alors abaisser les volets. Ou un système dans un laboratoire d'analyse qui dit à partir de 10 microgrammes dans le sang de telle molécule, alors le test est positif. Là, ce sont des programmes où les paramètres ne sont pas justement ajustés par l'humain et on va confier à l'algorithme, à la machine, le soin de déterminer, voire d'optimiser ces paramètres. C'est ce qu'on appelle justement des machines apprenantes. Il y a des grandes catégories pour le faire, selon si on dit à la machine qu'est-ce qu'un test positif ou négatif, c'est ce qu'on appelle un entraînement supervisé, non supervisé, c'est-à-dire qu'on donne à la machine énormément de données, puis on lui dit, essaye de nous faire des groupes. Et puis, autre chose qui s'appelle l'apprentissage par renforcement. Globalement, en santé, il y a déjà des applications très concrètes. Nous, par exemple, dans la société, nous travaillons dans la recherche clinique, c'est à Noia. Et donc, par exemple, dans le cadre d'une étude, on a regardé comment des gens marchaient, le nombre de pas à la minute, la vitesse de déplacement. Et on a donné à la machine l'état inflammatoire, l'état de poussée d'une maladie auto-immune. Et au bout de quelques patients, quelques centaines, la machine était capable de correctement déterminer est-ce que la personne... Je rebondis, bien sûr. Parce que finalement, quand vous dites on donne à la machine, ce qu'on donne, ce sont des données. Ah mais tout à fait. Je pense que ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux grandes applications. Soit on essaye de faire aussi bien qu'un humain, c'est ce que par exemple on a fait, ou alors on essaye d'aller plus loin que l'humain. Récemment, il y a des projets où effectivement on a nourri une machine avec des clichés de tumeurs et la machine a réussi à prédire la réponse à une immunothérapie de type inhibiteur checkpoint, ce qu'un humain est incapable de faire. Et donc ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi l'intelligence artificielle aujourd'hui pousse? On a la puissance, on a la connaissance et on a enfin toutes ces données-là. Et ce qui est très important aussi, on parle souvent de grandes données, mais vous donnez le bottin, l'annuaire téléphonique à une machine, à l'intelligence artificielle, elle n'en fera rien. Donc en fait, plus que la quantité brute, c'est la richesse des données qui est très important. Et c'est ça qui est effectivement critique, c'est qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, ce sont des données enrichies, proprement organisées, jointes entre elles. Et c'est aujourd'hui vraiment le préalable à tout projet d'intelligence artificielle, c'est de disposer de ces données-là. Alors on le comprend, hein, le premier défi, c'est la donnée, et la donnée de qualité, bien Exactement. qualifiée. Alors Exactement. dans les maladies rares, puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, les données sont rares. Et alors là, je me tourne vers vous, Agnès Bloch-Dupont, qui êtes porteur d'un projet. Évidemment, votre projet, vous ne partez pas de rien, mais vous partez d'une base de données extrêmement bien qualifiée, et cela depuis de nombreuses années. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, donc c'est un projet de création d'un expert virtuel d'aide au Oui. diagnostic des maladies rares à expression bucco-dentaire. Oui. Et l'idée, c'est à partir des signes vus dans la cavité buccale, que ce soit des signes cliniques ou des signes observés sur des radiographies, en 2D ou en 3D, d'aller vers une proposition de diagnostic, voire une proposition d'examen complémentaire pour faciliter finalement l'entrée en diagnostic de maladies rares qui sont beaucoup plus générales que simplement leurs aspects liés à la cavité buccale. Et donc, pour aller dans cette direction, depuis la mise en place du centre de référence des maladies rares orales et dentaires et la constitution du réseau ORAR avec ses 16 centres de compétences en région, nous avons mis en place une base de données qui s'appelle D4 Phénodan, qui permet de caractériser de manière très précise, à l'aide de mots-clés, les aspects liés à la cavité buccale, de les lier aux autres problèmes médicaux rencontrés par le patient et maintenant même de les associer au diagnostic génétique, puisqu'au décours des différents projets et financements, notamment des financements européens via le FEDER et Interreg, dont le projet RARNet, nous avons maintenant des données génétiques qui caractérisent ces maladies rares. Alors on ne parle pas d'une maladie rare, hein, mais c'est un groupe de maladies rares très étendu. À peu près 280 maladies rares ont des manifestations à la cavité buccale. Ah, c'est énorme. Et l'idée, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'il est possible d'identifier des signatures diagnostiques par l'association de ces signes, l'association du diagnostic génétique, et donc beaucoup plus facilement d'identifier les patients pour aller vers le diagnostic moléculaire et le diagnostic de certitude. Donc l'idée, c'est vraiment, à partir de ces données bien qualifiées, de les agréger, non pas de les utiliser de manière descriptive, mais au contraire de les rendre beaucoup plus intelligentes, De les faire vivre. de les faire vivre pour qu'elles aillent vers une proposition de diagnostic. Alors Agnès, j'ai une deuxième question à vous poser. Quand on a préparé cette émission, il y avait un autre défi au-delà du défi technologique et de la donnée que vous avez rencontré et que vous rencontrez toujours. C'est la rareté des compétences, puisqu'on est sur des projets en interdisciplinarité. Finalement, c'est pas un seul expert qui travaille avec vous avec un profil plus bioinformatique, mais c'est vraiment un panel aujourd'hui. Oui, quand j'ai réfléchi à ce projet qui me paraissait naturel, hein, une évolution finalement naturelle de ces données et de leur potentiel pour une aide au diagnostic et un soutien aux professionnels de santé, il m'a fallu me tourner vers des experts divers, des experts en intelligence artificielle, des experts en fouille de données, des experts en reconnaissance d'images et finalement d'une cellule projet relativement limitée, circonscrite, on se retrouve avec une équipe à collaborer au sein de l'université avec d'autres laboratoires, en particulier le laboratoire ICUBE, Mhm. à collaborer à l'échelle internationale, européenne, via les réseaux européens, pour répondre à ces problématiques. Il y a des défis immenses, notamment les défis qui sont liés à la protection des données. Que peut-on faire? Ça, c'est clé. Comment utiliser ces données de manière anonymisée, pseudo-anonymisée? Comment peut-on les faire travailler justement sur quel support pour aller vers cet expert virtuel? Alors, le défi de la réglementation, il est clé et c'est un défi qui s'ajoute aux autres défis technologiques et voilà, et de trouver les bonnes compétences pour travailler vraiment sur ces sujets complexes. Alors, je me tourne vers vous, Vincent, puisque Vincent, vous êtes un acteur français qui suivait vraiment l'émergence de ces projets de e-santé, mais vous avez aussi une vision internationale qui est intéressante. On voit que ces défis, finalement, à ce qui complexifie les projets, et donc du coup, on prend un peu de retard. Est-ce que c'est plutôt freinant ou est-ce que ça avance? Quelle est votre vision Alors, en effet, je ne voudrais pas critiquer un Massaro qui est bien français, qui est le blocage en amont, parce que souvent on essaye de légiférer
avant d'agir. Et je pense que dans ce domaine de la e-santé et de l'intelligence artificielle, c'est pas la bonne attitude. Pour autant, je voudrais pas non plus ouvrir toutes les portes parce que le mauvais exemple, c'est ce que fait la Chine aujourd'hui qui n'a aucune réglementation et donc aucune protection de les données. On en voit les conséquences tous les jours avec éventuellement un avenir qui peut être embêtant. On voit aussi l'exemple des États-Unis qui sont très permissifs parce qu'ils ont plutôt une approche qui est commerciale en premier, c'est dans leur nature, hein, ça a toujours été comme ça, et l'Europe qui essaye aujourd'hui de donner des recommandations qui sont très intéressantes parce que avec une vision un petit peu mixte où on trouve un équilibre entre finalement donner des chartes de bonne conduite, expliquer que c'est plutôt dans le design initial qu'on doit plutôt protéger la donnée individuelle et puis surtout de donner des bonnes pratiques aux entreprises, aux universités, aux chercheurs pour qu'ils mettent justement ces bons experts pour pas perdre du temps et de pouvoir apporter justement dès le départ le bon design. Et je voudrais dire aussi de mettre le patient au cœur du projet, peut-être même des associations de patients, des patients qui vont justement remettre aussi le focus de pourquoi on travaille, parce que c'est quand même l'objectif. Hein, l'errance diagnostique est suffisamment longue pour pas rajouter du temps projet pour rien avec des contraintes, mais de mettre de l'éthique dès le départ pour qu'on puisse être irréprochable ensuite, ne serait-ce que s'il y a des audits et pour protéger la donnée individuelle, parce que c'est aussi ce qui fait peur demain, le législateur et naturellement le grand public. Et ça, si on arrive à être en transparence, on arrivera à débloquer les situations. Moi, je rebondis puisque vous avez parlé de recommandations. Et vous, Hervé, vous Oui, avez travaillé très récemment, tout à fait. d'ailleurs avec une publication de septembre, Tout à sur fait. des recommandations pour les professionnels de santé. Exactement. Il y a un encadrement aujourd'hui législatif qui, Dieu merci, finalement, l'Europe est une chose très positive sur les données. Le règlement général sur la protection des données a donné un cadre, le RGPD a donné un cadre. Il y a d'autres directives qui sont d'ailleurs en préparation spécifiquement intelligence artificielle. Néanmoins, je pense que par-delà même légiférer, je pense que les sociétés savantes ont un rôle à jouer pour promouvoir et donner finalement des guidelines, comme disent les Anglais, donc des recommandations. Effectivement, la société savante de rhumatologie, le LAR, est la première société savante au monde à avoir été sortie, effectivement publiée sur le méthode scientifique de revue de ce qui leur semblait important quand on doit conduire un projet d'intelligence artificielle ou de big data dans le domaine de la rhumatologie. C'est les deuxième recommandation, juste après celle de l'Agence européenne sur le médicament qui s'appelle l'EMA. Et donc ça, c'est assez intéressant de voir que les Européens sont dans cette logique vertueuse de favoriser et donner des outils pour que leurs praticiens savent effectivement que c'est de l'interdisciplinarité, savent que la perspective patiente ne doit pas être oubliée et savent qu'il y a un certain nombre de réglementations. Et d'ailleurs, dans ces recommandations, c'est des recommandations extrêmement concrètes. Hein, Ah, tout à fait. Je pense que très- ça va jusqu'à même dire, effectivement, par exemple, l'endroit où vous allez faire exécuter, parce qu'il faut beaucoup de puissance machine, attention quand vous allez choisir ou préférer tel type de plateforme, européenne ou pas. Je pense qu'il est important, je reviens effectivement sur les propos de Vincent, l'Europe est fondée sur quelques textes anciens, notamment même le contrat social de Rousseau, et il faut se rappeler que c'est une différence et il faut en faire une valeur aujourd'hui. C'est-à-dire que brasser la donnée, oui, mais pas à tout prix, parce qu'on sait qu'à la fin, il y a des humains, des patients, et on n'a pas envie que des choses se diffusent plus que mesure. Alors, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de pédagogie, beaucoup de communication, beaucoup de réflexion, hein, notamment sur ce gros sujet de l'éthique. Alors moi, j'ai envie de vous poser une dernière question à tous les trois. Pour moi, une question qui est fondamentale. C'est celui de l'usage et du futur usage de ces outils. Hein. L'idée, c'est qu'ils ne restent pas dans les laboratoires de recherche, mais qu'ils soient vraiment entre les mains des praticiens demain pour les patients. Et on a l'impression qu'il y a encore une certaine défiance pour autant avec ces technos-là. Alors, j'ai envie de commencer avec vous, Vincent, puisque vous avez une double casquette, vous êtes aussi médecin. Quel est votre point de vue? Comment on peut Alors, l'expliquer? la défiance, elle vient que, de toute manière, tout le monde a peur du changement et ce sont des nouveautés. Donc,
la transformation est toujours très inquiétante, surtout quand il y a une méconnaissance. Mais je voudrais vous donner un exemple, la médecine ou la santé a, dans l'histoire, toujours eu peur des nouveaux outils. Vous prenez le stéthoscope de l'ANEC, on se demandait mais pourquoi on a besoin de ce genre de choses pour écouter le cœur, on met l'oreille sur le thorax. Aujourd'hui, maintenant, l'évolution de la machine fait que vous avez même la capacité d'avoir le Shazam, c'est-à-dire le diagnostic qui est fait directement par la machine lorsque vous allez mettre le stéthoscope. Moi, ça ne me gêne pas qu'il y ait une machine qui me dise précisément, peut-être mieux que mon oreille, ce que c'est comme bruit du cœur. S'il y a une pathologie, ça va me faire gagner du temps. Et à nouveau, on doit considérer ces éléments-là en cohérence avec l'intérêt du patient. Parce que finalement, si le praticien gagne du temps, si on donne la bonne information à l'expert, et surtout s'il n'est pas expert, s'il n'est pas spécialiste, on va raccourcir cet itinéraire de soins et on va justement concentrer au colloque singulier entre le soignant et soigné, parce qu'il va bien falloir aujourd'hui continuer à avoir ces discussions avec les patients, parce que c'est ce que le patient attend, hein, d'avoir l'annonce du diagnostic, d'avoir un humain. Et ça, en fait, on va gagner du temps parce que la machine va faire des tâches administratives qu'on n'a plus le temps de faire. Et c'est ça qui va permettre d'améliorer finalement les soins. Donc, il ne faut pas avoir de défiance. Ce sont des outils qui, naturellement, dans l'histoire, ont apporté des bénéfices. Et l'intelligence artificielle n'est qu'un outil qu'on va rapporter à l'humain. Alors, je rebondis sur le rôle de l'humain. Quand on a préparé cette émission, vous, Hervé, vous m'avez tout de suite cité, voilà, dans les recommandations et tous ces débats autour de l'intelligence artificielle en France, le CCNE a émis des Tout à fait. recommandations et il parle toujours d'ailleurs de garantie humaine. Tout à fait, c'est un très joli terme du Comité Ouais. consultatif national d'éthique qui, dans son avis, effectivement, a introduit cette idée de garantie humaine. Concrètement, c'est quoi? C'est qu'en fait, aucune personne en santé ne pourrait être confrontée seulement à la froideur d'une machine. Et c'est introduire pour le patient le droit fondamental. Et donc, justement, aujourd'hui, c'est encore dans le projet de la bioéthique qui est discuté en ce moment dans nos Voilà, on est en assemblées. plein dans On est en l'actualité, plein dans l'actualité. Et a priori, cette mention est Voilà, toujours ça là. va être un principe Tout à législatif, je fait. pense, qui sera très fort, Et c'est très effectivement. fort parce que Mm. c'est le droit à dire très bien la décision, soit d'après les algorithmes, mais est-ce qu'un praticien pourrait me l'expliquer, soit pour me la faire entendre, accepter, ou soit peut-être pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Parce que je pense que c'est quelque chose de fondamental. Il ne faut pas être dans le déni, ces technologies ne servent à rien. Il ne faut pas être dans la béatitude, ces technologies font tout. Il faut que nos jeunes générations de praticiens, on les informe sur les limites de ces systèmes, dans quelle plage de fonctionnement, ce qu'on appelle les fonctionnements nominaux, fonctionnent-ils bien, et dans quelle plage on peut peut-être se poser des questions ou avoir un deuxième avis. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Éduquer, former nos jeunes médecins à vivre avec cette intelligence, quitte à adapter peut-être leur pratique. On sait qu'un certain nombre de métiers de la santé, la radiologie va fortement évoluer. Elle ne va pas disparaître. C'est une année de dire qu'elle va disparaître. Elle va se transformer, peut-être beaucoup plus interventionnelle. Il faut que les médecins soient formés pour adapter leur pratique et vivre avec ces technologies pour mieux gérer le patient et mieux Donc, je gérer relève les l'usage. mots-clés qui sont communication, mais aussi pédagogie et formation Ah, complètement. pour donner justement une information éclairée pour les patients. Et complètement. Et donc Agnès, vous avez un projet concret, vous êtes expert clinicien, donc demain, vous allez pouvoir utiliser votre outil. Quels sont les objectifs précis et à qui va-t-il s'adresser? C'est pas qu'aux hyper experts, hein. Non, il va s'adresser à tous les professionnels de santé et l'idée, c'est justement d'amener l'expertise maladie rare auprès de tous les professionnels de santé, avec cet expert virtuel qui va leur permettre de diriger plus facilement le patient vers le réseau maladie rare, vers les centres de compétences ou de référence. Proposer, c'est une aide au diagnostic. Ça ne va pas remplacer les interactions entre le professionnel de santé, le patient, le malade et sa famille. Bien au contraire, ça va lui permettre d'accéder à une expertise globale, globalisée, concentrée dans un expert virtuel. Et c'est, je pense, une évolution significative qui intervient dans la transformation de nos systèmes de santé. C'est d'ailleurs une initiative qui est encouragée par l'ARS Grand Est et soutenue par la Fondation Maladies Rares. Donc l'idée, c'est
pour le patient, finalement, d'avoir accès lui aussi facilement à cette expertise. Et si on a accès à une expertise, à une aide au diagnostic, on rentre plus facilement dans le système de santé et on passe de l'errance diagnostique à l'itinéraire diagnostique. Alors ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup. Je vous l'avais dit quand on avait préparé cette émission, parce que pour moi, elle résume vraiment voilà, ce que les potentialités et la finalité de ces outils, de pouvoir vraiment fédérer plusieurs professionnels de santé autour d'un diagnostic et puis après, un programme de soins et d'accompagnement pour justement adapter voilà, une solution pour chacun des patients atteints de maladies rares. Et bien voilà, cette discussion est passionnante et malheureusement, on en termine aujourd'hui, mais je pense qu'on aura d'autres moments pour en discuter. Je vous remercie beaucoup tous les 3 d'être venus Merci. ici pour en discuter avec vos regards et aussi je dois ajouter que vous nous avez beaucoup aidés, hein, dans la préparation de cette première web émission. Donc pour tous ceux qui nous écoutaient, il y a des références bibliographiques complémentaires. On en a cité certaines lors de cette discussion. Donc, n'hésitez pas, si le sujet vous intéresse, à les regarder. Et voilà, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine web émission de la Fondation Maladies Rares qui est soutenue sur ce projet par la Fondation Groupama. Merci et bon après-midi à tous.